Il y a tout juste 20 ans, en 2001, la France adoptait la loi Taubira reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. La loi stipulait également que les programmes scolaires devront leur accorder la place conséquente qu'ils méritent, pour citer exactement ce que dit le texte. L'heure du bilan a donc sonné ce soir sur TV5 Monde. Bonsoir Marie-Alban de Surmain. Soyez la bienvenue. Vous êtes historienne et vous avez dirigé avec Éric Ménard un ouvrage intitulé « Enseigner les traites, les esclaves et les abolitions et leur héritage ». C'est aux éditions Cartala. D'abord, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui a globalement, si on fait un tableau général, qu'est-ce qui a globalement changé depuis cette loi Taubira? Alors c'était une étape importante, c'est un enseignement qui existait déjà, on parlait déjà de l'esclavage dans le contexte francophone, mais c'est un enseignement qui s'est approfondi. Et cette loi a accéléré effectivement la prise en compte de cette question de façon plus approfondie, plus élargie, surtout au collège, où là on a vu des progrès vraiment très importants en classe de 4e, avec vraiment des chapitres développés. Également en lycée professionnel, il faut insister sur ce point, où dès la classe de seconde, on peut aborder cette question du premier empire colonial, effectivement français, la question de la traite et l'esclavage. Et puis, depuis une dernière réforme de l'enseignement professionnel, on peut même aborder maintenant l'indépendance d'Haïti, la révolte des esclaves, l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue et l'indépendance d'Haïti. Donc ça, c'est très nouveau. Cela dit, il reste des points d'amélioration. Le progrès n'est pas linéaire. Justement, quelque chose retient l'attention. Pourquoi cet enseignement ne se fait pas de manière uniforme, si l'on peut dire? Vous le notez vous-même, il est plus abordé dans des classes davantage où sont présents des élèves issus de ce qu'on appelle la diversité. Est-ce que ça pose problème? C'est une question, effectivement, ça peut poser problème quand on y réfléchit. Il y a des avancées très importantes du côté du lycée professionnel, avec un public très, très divers. En revanche, du côté du lycée général, la présence reste, on va dire, modérée. C'est abordé à travers un chapitre sous l'ouverture atlantique, mais qui aborde la question des traites et de l'esclavage, essentiellement au 15e, 16e siècle, avec une focalisation sur les îles portugaises et le Brésil. En revanche, la période 17e, 18e, et donc l'espace antillais, Caraïbes, est plus difficile à aborder. On peut trouver des moyens, des chevilles pour l'aborder, mais ce n'est pas forcément central dans le programme. Donc ça veut dire qu'il y a une dissymétrie dans les approches entre le général et le professionnel. Les publics sont un peu différents, et donc ça pose quand même une question de peut-être de fragmentation des savoirs enseignés auprès des élèves, alors que l'histoire, elle est là quand même pour réunir, pour rassembler, créer finalement, construire un discours scientifique commun qui puisse être partagé. Il y a aussi une donnée nouvelle depuis 20 ans, ça existait sans doute à l'époque, mais pas dans les mêmes proportions. D'abord, il n'y avait pas le même poids des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quasiment pas un jour sans une polémique, sans ce vent qui vient des États-Unis, ce qu'on appelle la cancel culture, tout ce débat sur le déboulonnage des statuts, sur le fait de renommer certaines rues. Prenons Colbert, par exemple, devant l'Assemblée nationale. Ça a fait débat. Comment aborder cette histoire sans être à la fois partisan et de manière sereine, au fond, pour les professeurs? Alors justement, ayons une approche historique. On peut entendre bien sûr les demandes mémorielles, les besoins de reconnaissance qui sont très importants dans la société, mais ayons une approche historique dans les classes d'histoire, les cours d'histoire, c'est-à-dire abordons tous les aspects de cette histoire, prenons en compte l'ensemble des points de vue pour, en s'appuyant sur la recherche qui existe depuis de nombreuses décennies maintenant, en s'appuyant sur la recherche pour arriver à construire ensemble un discours partagé dans lequel tous les élèves pourront reconnaître effectivement des aspects qui les toucheront plus ou moins directement, mais un discours fédérateur et qui va justement prendre en compte cette diversité des points de vue et produire du commun. Mais vous, est-ce qu'en tant qu'historienne, vous dites qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, à savoir le piège de reléguer au fond la scolarité, l'enseignement, et de tomber sur des symboles, à savoir encore une fois de retirer une statue? Alors là, votre question effectivement sort du champ de l'enseignement. S'il ne s'agirait pas de sortir Colbert des programmes d'histoire, ce ne serait pas cohérent du tout. C'est un personnage qui a marqué son époque, qui a joué un rôle essentiel, donc il faut absolument le maintenir dans l'enseignement. Le code noir. La question des statuts, effectivement, du déboulonnage des statuts, c'est une autre question que celle de l'enseignement, c'est quelles sont les figures marquantes qu'une société, qu'une nation veut voir reconnaître dans sa statuaire et dans l'espace public. Si on prend la question de Colbert, ce qui pose problème, comme vous le dites, c'est effectivement la question du
Code noir 1685. Alors, je vais vous faire une réponse historienne. Ce Code noir, il faut le remettre dans son contexte. Ça peut paraître étrange aujourd'hui et très étonnant. Ce Code noir était en fait une manière d'encadrer, de réguler la violence des propriétaires à l'encontre de leurs esclaves. Il y a cette dimension-là, c'est-à-dire dire dans quelles conditions les propriétaires pouvaient tuer leurs esclaves, et ce qui était interdit de faire. Donc dans le contexte de l'époque, c'est en fait une forme de régulation de la violence. Ça nous paraît inouï maintenant, mais il faut situer ça dans le contexte. Et après, si on considère le cas Colbert, le personnage Colbert ne se réduit pas au Code noir. Ouais, son action est beaucoup plus importante. Plus globale. Juste pour finir, désolé, on a une petite minute. Votre ouvrage aborde également, et c'est intéressant, l'enseignement de la traite de l'esclavage dans certains pays francophones d'Afrique de l'Ouest, Niger, Sénégal. Et là aussi, on voit que c'est compliqué. Cette histoire est transmise aux élèves dans ces pays. Elle suscite aussi prenons par exemple le Niger, des soucis. Alors, dans le cas du Niger, c'est une histoire qui est enseignée. La traite et l'esclavage sont au programme. La question qui peut être posée, et cet ouvrage est collectif et s'appuyait sur des contributions de nombreux collègues d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, des enseignants du Niger ont fait des liens effectivement avec la situation contemporaine, cette pratique de la wariya en fait, qui fait que certains personnels membres des élites prennent une 5e, voire une 6e épouse, qui sont des très jeunes filles et qui sont en fait des esclaves sexuels, domestiques. Avec les élèves. Et voilà, et ça permet de faire des ponts entre le présent et le passé. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Marie-Alban de Surmain, donc avec Éric Ménard, enseigner les traites, les esclavages, les abolitions et leurs héritages. Merci à vous, édition Cartala.